Dans un pays où les quartiers s'habituent aux coupures soudaines, des convois lourds apparaissent à l'aube, comme une anomalie visible dans la pénombre. Chaque remorque avance lentement, entourée de véhicules discrets, tandis que le réseau électrique continue de vaciller comme s'il allait céder à tout instant. Que signifie, pour ceux qui scrutent l'avenir énergétique sous l'ombre d'Ibrahim Traoré, cette irruption silencieuse de machines qu'aucune annonce officielle n'explique vraiment? Pour beaucoup, cette fissure inattendue dans la routine des pannes ressemble déjà à un seuil fragile vers autre chose, un possible renversement de trajectoire. Le récit qui s'ouvre devant les observateurs ne se limite plus à décrire des convois isolés. Il promet de dévoiler les mécanismes précis reliant une crise énergétique chronique à un possible basculement stratégique. La promesse centrale est claire: comprendre comment un pays plongé depuis des années dans l'incertitude électrique peut entrevoir une trajectoire de stabilité durable. Dans ce cadre, ce qui est en jeu dépasse largement la technique. Les industries les fragilisées, dépendantes d'équipements instables, voient leurs marges se réduire au fil des coupures répétées. Les hôpitaux affrontent chaque jour l'incertitude d'un réseau qui cède sans prévenir, obligeant les équipes à improviser entre générateurs et protocoles interrompus. Les villages éloignés, quant à eux, vivent au rythme d'un soleil irrégulier, incapables d'assurer l'éclairage nécessaire à l'éducation ou à la sécurité nocturne. Pourtant, derrière cette accumulation de vulnérabilité, un microsignal persiste: l'apparition de machines escortées, filmées à plusieurs reprises, suggère qu'une logique plus vaste, peut-être méconnue du public, est désormais à l'œuvre. Ce glissement crée une tension où prudence, espoir et méfiance cohabitent. Les premières images analysées montrent une séquence répétitive. Plus de 12 convois lourds ont été observés en une seule semaine, circulant à l'aube et au crépuscule comme s'ils répondaient à un calendrier précis. Cette régularité chiffrée, relevée par plusieurs habitants, constitue le premier indice tangible que les mouvements logistiques ne relèvent pas d'opérations ordinaires. Pour comprendre l'ampleur de ce signal, il faut revenir à la crise énergétique qui façonne la vie quotidienne du Burkina Faso depuis des années. Moins d'un quart de la population bénéficie d'une alimentation stable, un déficit profond qui maintient d'ateliers, hôpitaux et écoles dans une dépendance constante aux solutions temporaires. Dans les quartiers urbains, les coupures dictent le rythme des activités. Dans les zones rurales, les services essentiels ne survivent qu'en s'ajustant aux caprices du réseau ou de la lumière du jour. Cette fragilité n'est pas nouvelle, mais elle est devenue structurelle. Ce qui trouble davantage les observateurs, c'est la façon dont les convois sont apparus. Aucune conférence de presse, aucune annonce graduelle, aucun signal institutionnel. Les véhicules sont arrivés escortés, ont franchi des périmètres récemment renforcés, puis ont disparu derrière des portails scellés. L'absence totale de communication, inhabituelle dans un pays où même les projets solaires mineurs sont publiquement mis en avant, agit comme un amplificateur de spéculation. Dans ce vide narratif, les citoyens ont rassemblé les pièces disponibles. Les images, les témoignages et la répétition des passages ont été mis en parallèle avec les accords énergétiques signés avec Rosatom en 2023, puis consolidés en 2025. Ce rapprochement n'a pas été confirmé, mais il alimente une hypothèse croissante. Si ces installations préfigurent réellement une phase nucléaire, alors les ambitions stratégiques souvent attribuées à Ibrahim Traoré pourraient avancer beaucoup plus vite que prévu, entraînant des implications régionales majeures. Ainsi, à travers ces indices dispersés mais persistants, une dynamique se dessine, celle d'un pays qui semble ne plus se contenter de gérer la crise, mais préparer activement un changement d'échelle. Pour saisir comment ces mouvements silencieux ont été interprétés sur le terrain, il faut suivre les pas de ceux qui vivent quotidiennement les failles du réseau.
Un technicien de quartier à Ouagadougou raconte avoir vu, à l'aube, un convoi escorté avancer avec une précision qui évoquait davantage une opération stratégique qu'un simple transfert de matériel. Il se souvient du grondement sourd des remorques, du moment où les agents ont brièvement fermé la route et de la sensation que chaque minute semblait calculée. Pour lui, cet épisode n'était pas un incident isolé. C'était un signal que quelque chose d'inhabituel, peut-être d'important, était en marche. Un second témoin, commerçant dans une zone périphérique, a observé un alignement de conteneurs avancer silencieusement au crépuscule, chacun scellé et escorté par des véhicules aux vitres opaques. Habituée aux coupures qui stoppent brutalement ses activités, elle a perçu dans cette scène non seulement une curiosité, mais aussi une forme d'espoir prudent. Si des machines arrivaient enfin, peut-être que la stagnation énergétique n'était plus irréversible. Ces récits, modestes en apparence, offrent une boussole pour comprendre l'atmosphère qui se transforme lentement. Bien avant toute annonce officielle, ils montrent comment les citoyens, fatigués par des années d'instabilité, détectent le moindre frémissement. Une simple répétition de convoi suffit à infléchir la perception collective. Et si la trajectoire n'était plus figée, ce glissement précoce pose une question simple et déterminante. Si ces signes annoncent un changement, alors à quoi ressemblerait la suite? L'activation du mouvement commence sans annonce, presque sans souffle. Une série de convois apparaît d'abord à l'aube, puis au crépuscule, avançant avec une lenteur méthodique qui tranche avec les interventions habituelles du réseau. Chaque passage semble calibré. Route brièvement fermée, escorte silencieuse, machine trop massive pour être associée aux réparations locales. Ce premier rythme crée un contraste saisissant avec le quotidien des habitants, habitués à voir des équipes improviser face aux pannes, jamais à déployer une logistique structurée. À ce stade, l'événement ressemble encore à une anomalie, mais une anomalie répétée, donc signifiante. Le mouvement atteint ensuite son apex, le moment où les indices cessent d'être isolés et forment un schéma lisible. Les citoyens documentent plus de 12 convois en une seule semaine. Les vidéos circulent massivement. Les fondations de sites jusque-là ordinaires se transforment. Périmètres scellés, zones nettoyées, matériaux déplacés sans explication, présence accrue d'équipes de sécurité. Ce changement matériel, visible mais jamais commenté, agit comme un pivot narratif. Il fait entrer la situation dans une dimension nouvelle, où les témoins commencent à relier les signaux entre eux. Les discussions mentionnent alors les accords énergétiques signés avec Rosatom en 2020 et consolidés en 2025, créant une grille d'interprétation inattendue mais plausible. C'est précisément à ce moment que la figure d'Ibrahim Traoré s'immisce dans la lecture collective. Ni par un discours direct, ni par une confirmation explicite, mais par l'écho de ses positions sur la souveraineté technologique. Ces prises de parole précédentes deviennent, pour beaucoup, un fil d'analyse. À partir de là, les répercussions s'étendent en plusieurs vagues. Première vague, la réaction citoyenne. Les habitants, lassés par les coupures, voient dans ces convois une possibilité, même fragile, de sortir d'un cycle d'instabilité chronique. Les conversations quotidiennes changent. Du scepticisme résigné, elles glissent vers une curiosité active. La répétition des images crée un nouveau rapport au temps. Et si le pays avançait réellement vers quelque chose de plus structuré? Deuxième vague, la tension institutionnelle. Le silence du gouvernement, inhabituel dans le domaine énergétique, devient un objet d'analyse en soi. L'absence de communiqué officiel, loin d'apaiser les interrogations, multiplie les hypothèses. Certains y voient une stratégie de discrétion nécessaire pour éviter les pressions extérieures évoquées par plusieurs observateurs. D'autres redoutent qu'un projet trop sensible se développe hors du regard public.
Dans les deux cas, ce mutisme amplifie la portée de chaque indice matériel. Troisième vague, les répercussions régionales. Les voisins observent le phénomène à travers un prisme géopolitique. Le Mali et le Niger, déjà proches de Ouagadougou, interprètent les signaux comme le possible début d'une stabilisation énergétique qui pourrait reconfigurer l'équilibre du Sahel. D'autres partenaires, plus prudents, s'inquiètent des implications qu'un changement d'échelle énergétique pourrait produire dans une région instable. Dernière vague, l'effet d'entraînement. Chaque nouveau convoi ne fait plus seulement écho aux précédents. Il les agrège, les renforce, leur donne un contour narratif. Ce n'est plus un ensemble de faits isolés, mais une séquence cohérente, structurée, qui suggère que le Burkina Faso avance désormais par étapes calculées et non plus par fragments. Dans cette succession d'événements, un constat s'impose. Le mouvement n'est ni accidentel ni improvisé. Il suit une trajectoire reconnaissable, dont l'ampleur reste encore voilée, mais dont la logique interne s'affirme à chaque passage de convoi. Le point de départ, le baseline, est clair. Moins d'un quart de la population dispose d'une alimentation électrique réellement stable. La delta observée provient de la cadence soutenue de convois recensés ces derniers mois, dont plusieurs témoins rapportent une douzaine de passages filmés sur une seule semaine, un niveau d'activité incompatible avec les interventions techniques mineures. Ces deux repères chiffrés forment le socle de l'analyse. Le premier chiffre expose la structure d'un déficit profond, un manque qui façonne le quotidien des hôpitaux, des ateliers et des écoles. Dans un pays où l'énergie fiable est devenue une exception, cette proportion illustre à quel point la marge de manœuvre reste réduite. Le second chiffre révèle une dynamique inverse, une intensification logistique mesurable, régulière, non accidentelle. Une douzaine de passages capturés et diffusés soulignent une intention soutenue. Cette accumulation suggère un mouvement prolongé plutôt qu'une action isolée. L'évolution entre ces deux pôles crée un espace d'interprétation où les hypothèses s'organisent. Un troisième indicateur s'ajoute aux deux précédents. 3 citoyens sur 4 dépendent encore de solutions précaires, souvent inefficaces. Ce chiffre, ancré dans les analyses locales, montre que ces alternatives de fortune ne compensent pas les faiblesses structurelles du réseau. Il illustre un état de survie logistique plus qu'un système fonctionnel. Pris séparément, ces chiffres n'imposent aucune conclusion définitive. Ensemble, ils composent une trajectoire cohérente. Le pays part d'un socle extrêmement fragile, mais un mouvement lent, méthodique, commence à se profiler dans la direction opposée. C'est ce contraste entre faiblesse initiale et activité logistique soutenue qui alimente la lecture des observateurs. Dans ce contexte, les accords énergétiques signés avec Rosatom en 2023 puis consolidés en 2025 deviennent un cadre d'analyse incontournable. Ils offrent un schéma plausible reliant les convois aux travaux préparatoires nécessaires à une infrastructure lourde. Aucun élément ne confirme directement la nature de ces installations, mais l'alignement temporel entre les documents bilatéraux, les périmètres renforcés et la répétition des passages crée une cohérence. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît dans la réflexion collective. Ses déclarations sur la souveraineté technologique, souvent interprétées comme une volonté d'aller au-delà des solutions conventionnelles, influencent la manière dont ces indices sont perçus. Certains y voient une discipline stratégique, d'autres une tentative de contourner une pression extérieure. Mais dans les deux cas, la logique reste la même. Lorsqu'un pays renforce simultanément son réseau, ses sites sensibles et ses partenariats techniques, la direction générale devient lisible, même si les détails demeurent voilés. Ainsi, les données quantitatives ne prouvent pas ni pas l'existence d'un projet précis. Elles révèlent toutefois un glissement mesurable,
un passage d'une gestion fragmentée des pannes à une séquence d'actions coordonnées, visibles, étalées sur plusieurs mois. Dans une crise où l'incertitude règne depuis longtemps, cette cohérence nouvelle suffit déjà à transformer l'interprétation de ceux qui observent l'évolution en cours. Les partisans de la transformation énergétique soutiennent d'abord que la répétition des convois lourds constitue un signal impossible à confondre avec les réformes mineures habituellement annoncées. Selon eux, l'intensification observée, documentée par des vidéos, des témoignages et l'apparition de sites scellés, marque le premier mouvement tangible d'une stratégie de long terme. Dans un pays où les coupures façonnent le quotidien, ils considèrent ces passages successifs comme une rupture méthodique avec la stagnation. Le lien temporel avec les accords conclus en 2023, puis consolidés en 2025, renforce leur conviction que ces installations préparent quelque chose de plus structuré qu'une simple maintenance. Face à cette lecture optimiste, les sceptiques avancent deux objections majeures. La première porte sur l'absence totale de communication officielle. Il souligne que le gouvernement burkinabé, habituellement prompt à mettre en valeur toute amélioration du réseau, demeure silencieux sur ces mouvements de grande ampleur. Cette opacité nourrit la crainte d'un projet trop sensible pour être assumé publiquement et ouvre la porte à des interprétations contradictoires. La seconde objection concerne l'ambiguïté géopolitique. Les critiques rappellent l'apparition de périmètres renforcés, les rumeurs d'ingénieurs étrangers aperçus près de zones restreintes et les discussions diplomatiques évoquant des fondations inhabituelles. Pour eux, ces indices, même s'ils ne prouvent en rien, soulèvent davantage de questions qu'ils n'apportent de certitude. Pour répondre à ces réserves, il faut s'en tenir aux données vérifiables. Le silence officiel, bien qu'inhabituel, n'est pas incompatible avec une stratégie de discrétion destinée à éviter des pressions extérieures, un élément mentionné par plusieurs observateurs dans leurs analyses. De même, les signaux géopolitiques rapportés restent descriptifs. Ils n'impliquent ni dérive technologique ni intention militaire. Ce qui demeure solide, en revanche, est la répétition méthodique des convois, la transformation visible des sites et leur alignement temporel avec les accords énergétiques déjà établis. Ainsi, même si les inquiétudes persistent, la trajectoire observée conserve une cohérence interne difficile à ignorer. Cette bascule marque l'instant où les indices dispersés cessent d'être des anomalies isolées et commencent à former un motif lisible. Des images satellites évoquées dans des cercles diplomatiques montrent des clairières nettoyées, des tracés de fondations et des périmètres renforcés n'apparaissant dans aucun projet public connu. Ce glissement soudain élargit brutalement le champ d'interprétation. Ce qui relevait de la rumeur devient une hypothèse structurée. À partir de ce point médian, la lecture internationale change. Les observateurs africains adoptent un vocabulaire autrefois jugé trop audacieux. Travaux préparatoires, mise en scène prénucléaire, réalignement stratégique. L'écho régional s'intensifie. Certains partenaires y voient un potentiel stabilisateur, d'autres une source d'inquiétude quant aux asymétries futures. Dans ce climat chargé, la posture d'Ibrahim Traoré devient un repère implicite, non pas par confirmation directe, mais par la cohérence entre ses déclarations sur la souveraineté et la montée en puissance silencieuse des convois. Son mutisme stratégique fournit une clé d'analyse supplémentaire. Si aucune dénégation n'est formulée, la trajectoire perçue gagne en consistance. Ce midpoint transforme ainsi le récit. Il ne s'agit plus de savoir si un mouvement existe, mais de comprendre jusqu'où il peut aller. Les conséquences du mouvement observé se manifestent déjà à plusieurs échelles, même en l'absence de confirmation officielle. La régularité des convois, la transformation des sites et l'émergence de zones restreintes composent un ensemble qui redéfinit progressivement les attentes
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Pour saisir ces effets, il faut examiner 4 champs d'impact distincts: le niveau national, celui des entreprises et de l'économie, celui des citoyens et de la vie sociale, et enfin celui de la dynamique régionale. Au niveau national, la perception du gouvernement change subtilement. Le silence officiel, auparavant interprété comme une anomalie, devient une stratégie potentielle. Limiter les interférences extérieures, éviter les pressions diplomatiques et protéger un projet sensible. Certains analystes y voient l'expression d'une discipline institutionnelle alignée avec les prises de position d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté technologique. Cette absence de communication crée néanmoins une zone d'incertitude. Les ministères, les collectivités locales et les services publics observent les signaux matériels sans pouvoir les intégrer dans une feuille de route stable. Mais même ce flou n'empêche pas un glissement narratif. L'État semble engagé dans un mouvement plus large que la simple maintenance du réseau. Dans le secteur économique, les répercussions sont immédiates, bien qu'indirectes. Les commerces, les ateliers et les petites manufactures, habitués à interrompre leurs activités aux premières oscillations du courant, réévaluent leurs possibilités. Chaque convoi devient un indice que la situation pourrait évoluer. Une stabilisation partielle du réseau, même limitée à quelques zones, changerait déjà l'équilibre. Horaires prolongés, réduction des pertes, hausse de la productivité. Les entreprises ne voient pas de preuves matérielles d'amélioration, mais elles perçoivent un changement possible dans la structure du risque, ce qui influence leurs décisions d'investissement à court terme. Pour les populations, les effets sont psychologiques autant que pratiques. Les habitants qui vivent au rythme des coupures interprètent les mouvements silencieux comme une ouverture, une fissure dans des années d'immobilité. Les jeunes, souvent privés d'études en soirée, envisagent une nouvelle marge de continuité. Les ménages, dépendant de solutions précaires, imaginent ce que signifierait une réduction des pannes, réfrigérateurs stables, appareils fonctionnels, nuit moins vulnérable. Même sans preuve d'amélioration immédiate, l'atmosphère change. La possibilité d'un futur différent commence à peser autant que la réalité présente. Dans le Sahel, les pays voisins observent cette dynamique avec attention. Le Mali et le Niger, proches politiquement de Ouagadougou, voient dans cette trajectoire la potentialité d'un pôle énergétique autonome capable d'influer sur l'équilibre du bloc sahélien. À l'inverse, le Ghana et la Côte d'Ivoire s'inquiètent d'un déséquilibre naissant. Un Burkina Faso renforcé pourrait modifier certains rapports de dépendance énergétique ou logistique. Les partenaires occidentaux, eux, interprètent les périmètres scellés et les traces de fondations atypiques comme les signes d'une recomposition géopolitique possiblement accélérée. Dans ces 4 champs d'analyse, un même constat apparaît: les conséquences dépassant largement les convois eux-mêmes. Elles touchent la perception, les anticipations et les équilibres régionaux, tissant une dynamique qui dépasse les faits visibles. À mesure que les indices matériels s'accumulent, convois répétés, périmètres scellés, fondations inhabituelles, 3 trajectoires plausibles émergent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles n'offrent pas de certitude, mais dessinent un éventail cohérent de possibilités fondées sur les signaux observables. Dans un premier scénario, que l'on peut décrire comme une consolidation silencieuse, le rythme actuel des convois se maintient, sans accélération visible. Les sites déjà identifiés poursuivent leur transformation progressive: périmètre renforcé, accès contrôlé, mouvements logistiques réguliers. Le gouvernement resterait silencieux, conservant une stratégie de discrétion qui limite les frictions externes. Pour les acteurs institutionnels, cette séquence prolongée crée une zone d'attente active.
Les ministères et services publics anticipent un changement sans disposer d'indications officielles pour ajuster leurs plans. Du côté citoyen, l'espoir prudent s'installe, mais sans bascule durable. La stabilité reste possible, pas encore tangible. Dans un deuxième scénario, plus optimiste, la stabilisation s'accélère progressivement. Si les signaux matériels s'accompagnent d'un renforcement ciblé du réseau, certaines zones pourraient connaître une réduction perceptible des coupures. Les hôpitaux limiteraient leur dépendance aux générateurs, les commerces prolongeraient leurs horaires et les ateliers stabiliseraient leur production. Cette dynamique, même partielle, créerait un effet d'entraînement national. Au niveau régional, le Mali et le Niger pourraient nous saluer publiquement la trajectoire burkinabé, y voyant l'émergence d'un pôle énergétique sahélien plus autonome. Ce scénario suppose toutefois que les opérations logistiques s'accordent sans retard majeur et que les contraintes techniques soient absorbées progressivement. Dans un troisième scénario, plus pessimiste, les tensions s'accroissent. Si la cadence des convois s'accélère tandis que le silence institutionnel perdure, les inquiétudes internationales pourraient s'intensifier. Les partenaires occidentaux, déjà attentifs aux fondations inhabituelles, multiplieraient briefings et mises en garde. À l'intérieur du pays, l'absence d'information pourrait alimenter une spirale d'interprétations contradictoires. Espoir amplifié d'un côté, suspicion accrue de l'autre. Les critiques exploiteraient ce vide narratif, tandis que les partisans y verraient une preuve de discipline stratégique. Dans ce scénario, l'incertitude deviendrait le moteur principal du débat public, rendant difficile toute projection stable à court terme. À travers ces trois trajectoires, un élément demeure constant. La suite dépendra moins de la vitesse des convois que de la manière dont les institutions géreront la tension entre perception publique, pressions extérieures et capacités techniques. Pour les jeunes, les mouvements observés touchent directement la façon dont ils imaginent leur avenir. Beaucoup ont grandi dans un environnement où l'électricité n'était jamais garantie, où les études du soir dépendaient d'une lampe précaire ou d'un générateur incertain. Si les signaux actuels annoncent réellement une stabilisation progressive, même limitée, alors leur horizon change. Davantage de continuité pour apprendre, davantage de possibilités pour entreprendre, davantage d'autonomie dans des activités qui exigent un accès constant à la technologie. Cette simple ouverture suffit déjà à remodeler leurs attentes. Pour les petites entreprises, l'enjeu est encore plus immédiat. Chaque coupure représente une perte nette. Heures d'activité interrompues, machines arrêtées, clients contraints de partir. L'apparition répétée des convois, même sans explication officielle, modifie la perception du risque. Une éventuelle réduction des coupures, même minime, pourrait transformer le fonctionnement de milliers d'ateliers et de commerces. Ils n'ont pas encore la preuve d'une amélioration, mais ils perçoivent la possibilité d'un contexte plus prévisible, capable de réduire l'instabilité qui bride leur croissance. Pour les fonctionnaires et les services publics, ces mouvements esquissent un nouveau cadre de travail. Les hôpitaux, les écoles et les administrations locales fonctionnent souvent à la limite, tributaires de solutions temporaires qui fragilisent la continuité des services. Si les infrastructures en préparation visent réellement à renforcer la capacité nationale, alors ces institutions pourraient enfin planifier à long terme, organiser leurs activités sans craindre l'effondrement soudain du réseau et déployer des services plus fiables dans les zones sensibles. À travers ces trois groupes, une même réalité émerge. Lorsque les signaux changent, même discrètement, l'imaginaire collectif se réorganise. Pour qu'une transformation énergétique durable prenne forme, plusieurs étapes doivent alors s'articuler avec précision. Les signaux déjà observés offrent un cadre plausible, et la ligne directrice attribuée à Ibrahim Traoré, souveraineté,
coordination méthodique, discrétion stratégique sert ici de fil conducteur. Premièrement, il s'agit de stabiliser les lignes critiques en clarifiant concrètement qui fait quoi. Les équipes nationales de l'énergie renforcent en priorité les tronçons les plus vulnérables du réseau. Cette phase doit commencer immédiatement, en continuité avec les mouvements logistiques déjà repérés. On pourra suivre les progrès à travers un indicateur simple: diminution progressive des coupures dans les zones pilotes. Deuxièmement, il faut sécuriser les périmètres sensibles en définissant clairement quand et comment intervenir. Les unités de sécurité consolident l'accès aux sites où les convois ont été observés. L'objectif est d'assurer des conditions de travail stables sans interruption extérieure ni pression politique. L'avancée se mesurera ainsi: stabilité des opérations, absence de perturbations locales. Troisièmement, une coordination bilatérale encadrée est nécessaire afin de structurer le calendrier commun. Les partenaires techniques identifiés dans les accords précédents harmonisent leur calendrier avec les capacités locales. Cette étape se déroule à mesure que les fondations visibles progressent. L'avancée se mesurera ainsi: alignement entre rythme logistique et besoins techniques. Quatrièmement, une préparation institutionnelle et sociale doit permettre d'anticiper l'usage de cette énergie plus stable. Les ministères, collectivités et services publics doivent anticiper l'intégration d'une énergie plus stable dans les écoles, hôpitaux et ateliers. L'avancée se mesurera ainsi: capacité des institutions à planifier sans dépendance excessive aux générateurs. Cinquièmement, un suivi continu doit permettre de mesurer, d'ajuster et de stabiliser l'ensemble du processus. Un dispositif d'observation nationale basé sur des indicateurs publics simples permettrait de détecter les progrès et les blocages. Ainsi, la trajectoire esquissée n'a pas besoin d'une annonce spectaculaire. Elle repose sur une série de gestes cohérents que le pays commence déjà à percevoir. Les mouvements observés ne se résument pas à des convois ni à des fondations émergentes. Ils renvoient à une transformation plus subtile qui prend forme dans le regard de ceux qui vivent chaque jour les limites du réseau. Le technicien de quartier qui avait entendu à l'aube le grondement sourd des remorques, ou la commerçante qui avait vu les conteneurs traverser le crépuscule, deviennent des figures témoins de ce moment fragile. Ce motif, celui d'une attente silencieuse traversée par des signaux concrets, revient ici comme un fil narratif. Il rappelle que les transitions profondes ne commencent pas toujours par des discours, mais par des gestes à peine visibles, par une régularité qui finit par remodeler l'imaginaire collectif. Dans cette atmosphère, la posture d'Ibrahim Traoré agit comme un aimant interprétatif. Ses prises de position sur la souveraineté énergétique par leur sobriété même offrent un cadre à cette dynamique discrète. Elles ne confirment rien, ne réfutent rien, mais structurent la façon dont les citoyens lisent les changements en cours. La ligne qui en découle est simple, ténue, mais porteuse. Le silence peut annoncer un mouvement profond. À mesure que les signaux se multiplient, ou convois silencieux, sites renforcés, zones scellées, une idée s'impose. Cette transformation potentielle ne dépend pas seulement des infrastructures, mais aussi de la manière dont une société choisit d'y prendre part. Les habitants qui filment, commentent, débattent et comparent leurs observations jouent déjà un rôle essentiel dans la compréhension collective du moment. Une transition énergétique, même silencieuse, devient une construction sociale dès lors qu'elle est portée, interrogée et partagée par ceux qui la vivent. C'est pourquoi l'espace de discussion devient crucial. Il permet de suivre l'évolution des signaux, d'échanger des expériences, de confronter des perceptions sans céder à la spéculation. La force d'un